moi, ça m'a mis un coup derrière la tête. Ouais. Moi, ça m'a pas mis un coup derrière la tête parce que j'avais lu l'enquête de Renaud Bourrel, Guillaume Dufy et Fred Bernès. C'était le 22 juin. Et quand j'entends la ministre dire qu'il fallait agir vite, on est quand même le 30 août. On n'a pas la même notion du temps, parce que je pense qu'agir vite, ils auraient pu agir beaucoup plus vite, déjà ne pas attendre qu'une enquête comme ça, aussi accomplie, sorte. Ben non, mais ils devraient savoir ce qui se passe un peu. Je pense qu'ils avaient aussi des échos de ce qui se passait. Et c'était d'une violence inouïe. Et quand M. Hatché parle d'un management paternaliste... Paternaliste, c'est pas tout à fait la... Ouais, j'ai pas la même notion du paternalisme. On passe à une autre affaire, l'affaire Pogba. Je vous rappelle que Paul Pogba a déposé plainte au début du mois car il est racketté, en tout cas c'est un soupçon. Son frère Mathias a été vu, lui, avec les maîtres chanteurs. C'est ce qu'aurait reconnu Paul Pogba lors de son audition devant la police judiciaire. Lors de son audition, beaucoup de commentaires aujourd'hui en conférence de presse qui fait évidemment parler le milieu du football. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Antoine Comboiré. Avec évidemment un petit peu de hauteur, cette affaire Pogba, pour lui, est révélateur du football d'aujourd'hui. Nous lui avons donné 1 minute pour nous donner son point de vue. Antoine, c'est à vous. Moi, je trouve ça triste, et puis surtout que ce soit donc quand on déballe ça sur la place publique, là, ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte de voir ça, quoi. Mais bon, pour tous les joueurs de foot, c'est très compliqué. Que ce soit l'entourage familial, que ce soit donc l'entourage, le premier cercle, comme on dit, là, les agents, tout ça et tout, les conseillers, tout ça et tout. Pour eux, vous imaginez pas la pression qu'ils subissent, les mecs. Voilà. Donc c'est plutôt eux que je plains, Paul, tous les joueurs de foot. Moi j'ai la chance, ça fait 40 ans que je vois donc l'évolution de mon métier là. Et de plus en plus les familles sont présentes dans les discussions, dans les négociations, tout ça et tout. Et c'est très dur pour eux. C'est pour ça que nous on les aide beaucoup, on les protège, on fait donc du mieux. Mais on ne sait pas tout. On sait pas tout. Pour les gamins là, c'est très dur. Quand vous gagnez autant d'argent, il y a tellement de vautours autour là. Affaire Pogba, donc un révélateur ou révélatrice du football. Êtes-vous 100% d'accord à ce que vous venez d'entendre avec Antoine Comboiré, habillage à l'américaine? Et on y va. Damien, vous me dites oui ou vous me dites non? Je dis 100%, comme dirait Dominique Sévrac. Merci beaucoup. Jolie dédicace. Grégory, oui ou non, 100%? Non. Non? Nabil? 1000%. 1000%. Benjamin? 2000%. 2000%. Et enfin, 3000%. On rester à 100%? Il n'y a que Sévrac qui sait parler anglais. Oui. Les footballeurs souffrent de la présence des familles dans les négociations, en tout cas, juste avant de donner peut-être le contre-argumentaire de Grégory Schneider. C'est ce qu'il dit un peu, Oui. Notamment dans son Après, inventaire. c'est un sujet assez vaste, mais c'est de pire en pire. Voilà. Et je pense que la clé, enfin, un des trucs qui, pour moi, a fait basculer le football, c'est l'argent chez les catégories des plus jeunes. C'est-à-dire qu'avant, quand on allait voir des matchs de U19, de National ou d'autres, on allait voir un match de foot. Maintenant, on va voir des joueurs. Ce qui est totalement différent. Les produits financiers, déjà? Pardon? Les C'est produits totalement financiers, différent. Le logiciel est totalement différent. Un joueur, c'est un ticket du loto. Non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'avant, vous y alliez pour des rivalités entre des catégories de jeunes et tout ça. Maintenant, on va voir des matchs parce qu'on va voir des joueurs et on va voir leur potentiel. Donc, depuis que les familles, c'est vrai, mais après, il ne faut pas généraliser, hein. Depuis que les familles se sont un peu plus impliquées dans le management et la gestion de leurs enfants, ça a été aussi l'ouverture à certaines dérives. Parce que gérer une carrière professionnelle, c'est un métier. Et parfois, il faut avoir certaines compétences. Tous ne font pas mal, mais certains, effectivement, ne font pas les choses comme il faut. Grégory, je voulais vous faire entrer, mais pas tout de suite, peut-être pour le contre-argumentaire, mais déjà sur l'entourage des familles. Vous, par votre métier, vous rencontrez des joueurs, vous rencontrez parfois pour sortir les transferts des agents. Est-ce que désormais, là, vous rencontrez également pour avoir un peu d'infos des familles, la présence aujourd'hui de la famille ou du cercle familial, en fait, de plus en plus, dans le monde du football, à travers finalement ce que vous faites comme en tout cas, par rapport à, je suis beaucoup plus jeune qu'Hervé, mais un peu plus ancien que Benjamin, par exemple, dans le métier. Donc j'ai vu au milieu. sur les transferts, j'ai vu comment évoluaient les interlocuteurs. Et ne serait-ce que entre 2000 et 2010, c'était beaucoup des agents. Il n'y avait pas beaucoup d'agents. Il y en avait quelques-uns qui étaient bien identifiés. Exactement. Et là, on s'adresse beaucoup plus aux papas, parfois aux mamans, comme Véronique Rabiot qui a été un peu précurseur.
Et c'est vrai que les familles sont des interlocuteurs qui deviennent. Donc le représentant du joueur, ça s'est morcelé en fait. Tout à fait, ça s'est morcelé. Et parfois, il y a les cousins, parfois, il y a les oncles, les tantes. C'est très vaste, quoi. Et on peut être que d'accord avec Kombouaré quand il dit qu'il y a tellement d'argent. Ou je suis moins d'accord avec Nabil, c'est sur la durée. Moi, sur la notion de temps. Pour moi, c'est pas nouveau. L'argent, il n'y en avait peut-être pas autant au début des années 2000, mais il y en avait déjà beaucoup. Mais moi, je parle des jeunes, c'est-à-dire la spéculation sur les jeunes. Et tu sais, je ne donnerai pas de nom, mais là, on parle quand même de spéculation. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Mais sur la violence qu'il peut y avoir, sur les séquestrations qu'il peut y avoir. Moi, je connais un joueur du PSG, un ancien joueur du PSG, dont la femme avait été séquestrée par un membre de sa famille, parce qu'il était fâché avec et il voulait de l'argent. Mais il y a quelque chose qui a été révélé par Emmanuel Adebayor lui-même, son frère, qui l'a séquestré en 2000, je ne sais plus, au milieu des années 2010. Oui. C'est pas nouveau, sauf que ça commence à être révélé de plus en plus. Ça c'est un des arguments. Non, mais ça, c'est un des arguments qui est important, parce que l'histoire Pogba, elle n'existe pas si on n'est pas au courant, si ça sort pas à un moment ou à un autre. Alors d'abord par Mathias Pogba, et après. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'affaire. Hein, voilà, on n'a pas tous les éléments. Je parle de cette... Mais c'est une affaire aujourd'hui, ça c'est un fait. Effectivement, aujourd'hui, avec la médiatisation, les réseaux sociaux, etc., il y a un emballement sur des choses qui existaient avant, parce qu'il ne faut pas croire... Puis tu parles des joueurs qui étaient déjà des produits financiers, ils ne le sont plus aujourd'hui parce qu'il y a plus d'argent. Mais à une époque, quand j'ai débuté ma carrière... On m'entend pas. Chez les jeunes, l'afflux d'argent, ce qu'on propose aux familles, quand on envoie un jet privé... On prend des familles, il y a aussi un basculement sociologique également, qu'on envoie des familles et qu'on leur dit on va vous mettre une prime à la signature. Et des fois, on fait des choix hasardeux, on envoie son gamin plutôt à l'étranger que de les laisser continuer. Non, mais ça existait avant. Ça aussi existait avant. Mais aujourd'hui, la grande différence, effectivement, c'est la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire qu'il y a tout un univers qui vient se greffer. Parce que là, tu parles des familles, mais aussi les amis, les potes, par exemple, quand on vient d'une cité, et puis un mec, il dit, bah, tiens, moi, je vais t'aider à faire ci, à faire ça. Après, il faut être redevable. Donc, à un moment, il y a des entourages, et c'est vrai que quand on voit parfois certains entourages de joueurs, ça fait un peu peur. On se dit, on ne sait pas jusqu'où ça va. Voilà ce qui m'est revenu aux oreilles. Je vous dis ça comme ça, il n'y aura pas de nom et tout ça, donc on va être tranquille. Donc un joueur issu de la banlieue fait une petite carrière pro et tout ça, ça commence et tout ça. Les parrains de la cité dont est issu le joueur entrent en jeu, mettent la pression sur l'agent, Mobile récupérer évidemment de l'argent en l'intimidant, en le mettant un peu sous emprise, en le rackettant. Est-ce que ça, c'est des genres d'histoires qui sont, on va dire, courantes sur l'entourage des joueurs, ou alors on est dans l'ordre du fantasme, ou on va dire dans l'exceptionnel. C'est pas systématique. Ça existe, tout le monde, en fait, pour la faire un peu directe, beaucoup veulent croquer, voilà. Et puis parfois, vous avez aujourd'hui ce qui est aussi un peu... Et beaucoup de gens qui sont extérieurs au foot, proches du joueur ou avoir un lien indirect, veulent croquer. J'ai été éducateur d'un jeune à 12-13 ans. Ouais. Ok. J'ai participé à son évolution. J'ai participé à son succès. Non. Quelque part... Pourquoi moi, rien ne me revient dans cette histoire-là? Donc parfois... C'est la prime à la formation, mais individuelle. C'est un cas très courant. Voilà. C'est un cas très courant chez les jeunes. Vas-y. On en voit beaucoup d'éducateurs qui ont eu des jeunes, des joueurs plus tôt, et effectivement qui veulent se greffer dans certains deals, soit en tant que conseiller numéro 1, soit en tant que conseiller non officiel de la famille. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement. Et j'étais au camp des loges encore le week-end dernier pour un match des moins de 17 ans du Paris Saint-Germain. Et là, Nabil, où je te rejoins à 100%, c'est qu'il y a des personnes dans les tribunes qui sont évidemment pas là pour voir un match de football, mais plus pour essayer de miser sur le prochain. C'est évident. Mais par exemple, les agents. Beaucoup, quand on cite les agents, mais les agents, ils sont eux-mêmes victimes de ça, entre guillemets, presque. Non, mais on y reviendra parce que j'ai quelques exemples. J'ai revu le documentaire de Sébastien Taragon et je pense que je vous donnerai la main. Du coup, parce que Grégory, généralement, il s'impatiente. Non, j'écoute tout ce qu'il dit. Grégory, vous étiez le seul à pas forcément être 100% d'accord. Oui, parce qu'il confond. Les histoires, je les connais aussi. Saber Clifa dans le coffre, les trucs. Je connais. C'est-à-dire on lui a fait faire un petit tour. Salut Saber, si tu vas bien. Tu vas bien. On lui a fait faire un petit tour dans un coffre une fois parce qu'il était pas avec les bonnes personnes. Oui, tout à fait. International tunisien qui a joué. Il n'y avait plus de place dans la voiture. Et pourquoi on lui le met dans le coffre? Pour l'intimider d'une certaine. Mais ça, c'est arrivé aussi à des internationaux français. C'est arrivé aussi à des. Alors après, c'est plus loin. Parce que Kombouaré, des intimidations, pas finir dans le coffre. C'est une intimidation aussi. Oui, non, mais dans le coffre, j'ai bien compris que c'est une intimidation. Ça dépend, ça peut être aussi. Allez-y. Pourquoi il généralise? Ouais, il généralise. C'est-à-dire que c'est un petit peu, tu peux pas tout mettre dans le même sac. C'est quoi un vautour? Moi, par exemple, tous les joueurs que j'ai interviewés depuis 20 ans, que le mec soit bulgare, sénégalais, malien, le premier truc, il offre une maison à sa mère.
merde, c'est pas un vautour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as quand même un retour où tu essaies d'en faire profiter, tout ça. Ça peut être relativement, acceptable. Ou alors vous allez me dire, oui, mais la mère, mais pas le frère. Sauf que Pogba, c'est le frère. Donc, vous voyez, quand est-ce que ça s'arrête? C'est vrai, il a raison, c'est des micro-économies. C'est-à-dire qu'ils nourrissent pas mal de gens tout autour et tout. Il y a des fantasmes. Mais d'une part, il y a des fantasmes, mais ensuite, c'est souvent, faut quand même comprendre que c'est aussi un besoin du joueur, qui n'a pas envie de casser avec sa vie d'avant, qui est totalement insécurisé par le métier qu'il fait, parce que le foot, c'est quand même terrible. Donc le joueur a besoin de maintenir un espèce de lien. Alors entre ça, son besoin psychologique, la contrainte, il y a quelque chose qui se joue de... Mais je trouve qu'il caricature Comboiré. Non, mais il dit des vérités, mais juste, je reprends un peu la balle au bon. Quand Antoine Comboiré dit qu'on protège le joueur, les clubs font-ils une affaire finalement de responsabilité? C'est là où j'ai revu avec intérêt le travail de Sébastien Tarago et de Jules Buron-Rossa. C'est agents ont fait comment pour la commission? Le titre était accrocheur, mais fort intéressant. Ça a été diffusé chez nous le 31 janvier 2021. On va écouter 2 agents, Mickaël Manello. On va commencer par le vénérable Bruno Satin, qu'on connaît et qu'on salue, agent sportif, avec le rôle des familles. Les familles sont aussi courtisées par les agents. Extrait. Il faut aussi comprendre l'environnement dans lequel peuvent vivre beaucoup de familles dont sont issus les bons jeunes joueurs. Et donc on comprend qu'effectivement, quand il y a quelqu'un qui vient et qui vous propose de l'argent et une quantité d'argent relativement importante, il soit à l'écoute, c'est naturel. On n'a pas le droit de vendre son enfant, mais dans le football, on a le droit de vendre des hommes et on a le droit d'acheter les parents. Donc on vit avec cette amoralité en permanence. Donc là, on a la famille avec le jeu des agents. Maintenant, que fait le club? On va écouter Jean Lapère, directeur juridique de la Fédération française de football. Il va parler en premier, puis juste après, il y aura l'agent sportif. C'est Balou Sambagé. Il est agent notamment de Timothée Weah, de Nyang ou encore de Simakan. Tout d'abord, Jean Lapère. Actuellement, des joueurs, ou la plupart des joueurs, prend un peu n'importe qui comme agent. C'est-à-dire souvent des gens de la famille, des amis, qui ne sont évidemment pas licenciés. Les présidents de clubs, des présidents de clubs, même de grands clubs, n'hésitent pas à discuter avec ces gens-là. Si le joueur indique que vous devez parler au pape ou à toute autre personne, le club sera amené à parler à cette personne. Parce qu'à un moment donné, on a un rapport de force qui est tel et tellement fort pour le sportif, en faveur du sportif, que le club n'a pas d'autre choix que de discuter, d'échanger, de négocier parfois avec la personne qui a été désignée par le sportif. C'était Balou Sambagé, je l'ai présenté comme agent sportif. Benjamin, vous m'avez corrigé, il est plutôt avocat. Avocat mandataire sportif. Ouais. Avocat mandataire sportif. Quand Antoine Comboiré dit qu'on protège les joueurs, je pense que lui... Je voudrais pas qu'on Non, mais c'est juste ma question. Oui, le club, là, vous avez vu par rapport à ça, le club protège le joueur. Non, le club, il a intérêt sur le joueur, le club, il a intérêt sur le transfert. Il ne faut pas donner au club le beau rôle. C'est-à-dire que l'air de rien, les agents sont quand même aussi là, ou l'entourage du joueur est aussi là pour construire un contre-pouvoir par rapport au club. Je suis pas d'accord. Bah si, un club est tu as dit un truc, Greg, je suis pas du tout d'accord avec toi. Tu dis Comboiré, il caricature la chose. Il caricature pas du tout ce qui se passe. Il caricature pas du tout ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple que tu connais très bien, Benjamin. Je vais pas citer le nom, mais tu pourras y souscrire, je pense. Il y a un jeune joueur qui est international français. Avant sa majorité, il y a un agent qui allait voir son père. Les agents commençaient à se battre pour avoir les droits sportifs. Ouais. Et donc, il a fait un investissement en faisant un chèque au papa, qui le lendemain se présentait au centre d'entraînement dans une voiture rutilante. Quoi. On n'a pas le droit de le dire. Non, on n'a pas le droit de le dire. Mais pour nos téléspectateurs qui peuvent être... Non, mais je ne donnerai pas le nom. Non, et ce même joueur, 1 an et demi ou 2 ans après, a changé d'agent pour basculer avec un autre agent au groupe d'agents qui a donné un peu plus encore à la famille. Donc ce que je veux dire, et donc a dégagé son agent, ce sont des investissements, les joueurs. Et les clubs, tu peux dire, ils n'ont pas le beau rôle. C'est vrai qu'à un moment donné, les clubs orientés, ça arrivé que les clubs orientent les joueurs vers des agents. C'est arrivé. Oui, et ça arrive encore. Ça arrive encore. Mais c'est quand même beaucoup moins la tendance où maintenant les joueurs s'identifient moins aux couleurs du club qu'ils représentent et sont moins des salariés que leur propre patron. Quoi. Et parce que dans le rapport de force, aujourd'hui, les agents ont pris un poids énorme. Énorme. Démesuré. Je ne dis pas qu'ils dirigent les clubs, mais presque. Quasiment. Mais est-ce que c'est plus mal, Hervé? Est-ce que c'est plus mal
Ça dépend comment ça fonctionne. C'est mal ou c'est bien, mais c'est peut-être comme ça. Oui, c'est comme ça. Mais ça dépend comment ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne de cette manière-là, parce que tu vas acheter chaque fois la famille, avoue qu'il y a un petit problème. Après, je ne sais pas si c'est plus mal ou moins mal, Greg. Mais c'est quand même plus difficile d'aller racketter un club que d'aller racketter une personne physique, quoi. Moi, je ne suis pas 100% d'accord avec toi, Hervé, sur le poids des agents. Alors, les hyper-agents, il n'y a pas de souci, Georges Mendes et compagnie, je veux bien, mais il y a beaucoup d'agents... Pas nécessairement eux, en plus. Il y a beaucoup d'agents qui sont obligés aujourd'hui de composer avec les familles et de reverser, comme la famille va être légalement considérée comme un porteur d'affaires, j'en sais rien, mais ils sont obligés aujourd'hui de partager leur commission. Pardon, non, en fait, c'est l'agent qui a perdu, on va dire, la main. Pour vous la faire directe. Ouais. Moi, je suis agent. Ouais. Je travaille avec un... Vous avez le jeune espoir, Monsieur Quarez, là. Très bon. Très bon. Un prospect, magnifique. Je connais bien. Un tripoteur. Voilà. Je suis agent, j'essaye de travailler avec lui, je vois la famille, par exemple. Sur la commission, 50-50. Ouais. Et il y a un autre agent qui arrive, il dit... moi, je le mets là, et en plus, c'est 60-40. 60 pour la famille, 40 pour moi. Non, mais je vous donne c'est vraiment un exemple comme ça. Ça peut être ça, ça peut être un salaire donné par une certaine société, il y a plein de choses qui peuvent être négociées. L'agent, il n'est plus tant en position de force que ça, finalement. Mais attention, là, c'est drôle, parce que c'est un double. Non, mais c'est une double dimension. Là, toi, tu parles du rapport agent-joueur, mais il y a aussi après le rapport agent-club. Et en fait, l'agent, il se refait la cerise en faisant le agent club, parce que c'est là où il a pris du poids. Peut-être moins finalement avec le joueur qu'avec le club. Ils n'ont pas tous des mandats club. Je vous écoute, je me mets à la place de nos téléspectateurs. En quoi finalement ce qu'on vient de dépeindre, c'est-à-dire tout ce qui est autour du football, l'entourage des joueurs, en quoi c'est opportun d'en parler dans cette affaire? L'affaire d'actu, c'est l'affaire Pogba. En quoi il y a un lien? Parce que là, on a des intérêts financiers. Il y a un lien par rapport à ce que Pogba aurait ou a déclaré vraisemblablement à la police. C'est-à-dire qu'il y a des anciens amis ou des amis d'enfants, je ne sais pas, qui lui réclament 13 millions d'euros parce qu'ils prétendent l'avoir protégé discrètement depuis ses débuts. Les footballeurs victimes de leur entourage, parce que j'ai relu M2-3, permettez-moi de faire un petit pas de côté, de revenir à notre affaire qui nous concerne, l'affaire Pogba. Celui qui a le mauvais rôle, on va dire, pour l'instant, il semblerait que ce soit Mathias Pogba. Mais une série de tweets de Mathias Pogba m'interpelle un petit peu. On va les afficher. Paul, tu voulais vraiment me faire taire, quitte à mentir et m'envoyer en prison? Je m'en doutais maintenant, c'est avéré. Il n'est pas question d'argent, tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant. Est-ce qu'il y a une question qui est pleine de nuances? Est-ce qu'il attaque directement son frère? Ou en fait, est-ce qu'il se défend? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose encore qu'on ne connaît pas? L'affaire vient de commencer. Il laisse entendre qu'il y a eu une coercion physique sur lui pour faire pression sur son frère. C'est comme ça que j'ai compris quand j'ai lu le tweet. C'est-à-dire en tout cas, en filigrane, c'est ce qu'on croit comprendre. Moi, c'est juste un avis, c'est pas une information. Mais oui, mais on est à 70%, c'est dans l'air. Alors après, moi, j'aimerais vraiment qu'il soit plus explicite. C'est très important. Mais quand il dit tu m'as laissé, t'as fui, c'est tu m'as laissé avec ces mecs-là. En tout cas, c'est un petit peu ce que j'ai. Mais après, oui, c'est une interprétation. Parce qu'aujourd'hui, d'après, lorsqu'on regarde là, on peut éventuellement faire des raccourcis. Ah oui, là, c'est rarement. Oui, bah oui, non, mais c'est. Très certainement. Il va gagner. Il est bon qu'on boit. Payer un coup au soir. Il faut qu'il y ait un chroniqueur. C'est à toi. Oui, je vous ai coupé, pardonnez-moi, Nabil. Et vous avez moi, ce qui m'interpelle, je ne sais pas, je n'ai pas tous les éléments de cette histoire, mais j'aurais bien aimé savoir, ou j'aimerais bien savoir. On va peut-être le savoir dans les semaines prochaines. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y a eu le passage de témoin, puisqu'on sait ce qui est malheureusement arrivé à Raiola, et Pimenta, donc Rafaela, celle qui est pointée dans les vidéos de Mathias. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de récupérer le joueur en disant à Pimenta, c'est terminé, c'est nous qui le gérons? Enfin, j'en sais rien, je pose des questions naïvement. En fait, c'est ce moment-là qui vous intéresse. Qui m'intéresse pour peut-être que ça pourrait donner des clés sur le reste. On n'est que dans la suspicion. Mais dans les hypothèses, on le dit aux téléspectateurs. Je trouve que ça soulève un vrai problème que comme Boiré a soulevé d'ailleurs sur les entourages. C'est exactement ça.